bonjour. Bonjour. Personnellement, je suis donc Simone Schlitter, présidente d'une association qui se nomme Cancer Espoir, et je me propose de vous interviewer pour le compte donc de mon association et aux fins d'une publication sur notre site internet, avec votre accord bien sûr. Voilà, alors il s'agit d'en savoir plus à propos du dernier livre que vous avez fait paraître. Est-ce que Teddy peut faire un zoom? C'est bon. Alors voilà, voulez-vous déjà vous présenter aux spectateurs? Oui. Voilà, eh bien je suis Gérard Léonard, médecin généraliste, médecin de campagne retraité. J'étais médecin généraliste à Courcelles-Chaussy et actuellement donc j'habite avec mon épouse à Metz et je suis depuis 4 ans président de la fédération Senior Moselle. Voilà. Et vous avez publié ce livre donc récemment, en avril 2017, si je ne me trompe pas. Oui. Et le titre de ce livre, dites-le bien fort. Le titre de ce livre, alors c'est « Médecins et malades en recherche », point de suspension. Oui, il ne faut pas oublier les points de suspension. Voilà. Bon, alors, je tiens à préciser quand même, avant de développer la richesse intérieure, là, de préciser quand même que, si j'ai bien compris, vous avez écrit 2 autres livres, dont l'un en association avec votre épouse, non qui se nomme Kaiser Kurzel, avec Elda Léonard, c'est votre ça. épouse. Oui. Il se nomme comment exactement? Elda Léonard. Elda Léonard. Oui. Nous habitions Courcelles-Chaussy et nous nous sommes rendus compte qu'à Courcelles-Chaussy, il y avait toute une histoire qui avait trait à la fois au protestantisme, à l'histoire du protestantisme et à l'annexion de 70 à 1918. En effet, l'empereur d'Allemagne à l'époque, Guillaume II, roi de Prusse également, avait acquis une propriété à Courcelles-Chaussy. Il venait régulièrement à la chasse et d'où il venait aussi pour visiter Metz et inaugurer les différents bâtiments, structures de Metz. Donc cette histoire, avec mon épouse, nous nous sommes intéressés et nous avons écrit un livre en commun sur cette époque. Ensuite, mon épouse s'est davantage intéressée au temple de l'empereur, parce qu'il a fait construire son propre temple à Courcelles-Chaussy, et un magnifique temple. Et ce temple, mon épouse le faisait visiter, et elle a écrit un petit ouvrage aussi sur l'histoire de ce temple. On voit que vous êtes un véritable érudit. Vous avez aussi écrit un autre livre pour lequel vous avez reçu le prix Herpin 2016 de l'Académie nationale de Metz. Oui. Et ce livre s'intitule L'histoire de l'hôpital Sainte-Blandine de Metz. Oui. Alors, bon, vous n'êtes d'évidence pas un néophyte en matière historique. J'avais déjà remarqué à lire votre œuvre. Voilà. Alors, bon, donc, visiblement, toutes ces recherches historiques vous passionnent, hein, ça se remarque directement. Bon, alors, vous présentez tout cela d'une façon, ce qui m'a séduite aussi, c'est que vous présentez votre histoire d'une façon très simple pour un médecin. Souvent, les médecins ont un vocabulaire très particulier qui rebute le grand public. Et vous marquez d'ailleurs quelques mots à ce propos, disant qu'il faut rester accessible aux personnes ordinaires, quoi. Alors moi, je propose que nous entrions donc directement dans le vif, ici le sujet, à propos donc de votre livre « Médecins et malades en recherche », et j'ai remarqué que le titre était au singulier, et qu'il implique dès lors une étroite relation à 2. Voilà, et juste à 2. Alors, je suppose que c'est volontaire. Tout à fait. Hein? Oui. Vous attachez donc une importance particulière à cette relation à 2. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu l'importance là que vous y attachez? Oui. D'abord, je suis content que vous l'ayez remarqué. Oui, oh ben oui. Effectivement, on m'a posé la question pourquoi je n'ai pas mis médecin, malade au pluriel.
Je voulais... Je crois avoir compris, hein, mais je vous écoute. Je voulais effectivement faire ressortir cette relation singulière entre le médecin et le malade que j'ai connue pendant l'exercice de la médecine à la campagne et qui m'a toujours paru tellement important. Et donc j'ai voulu rester dans une dualité entre deux personnes qui est très forte et qui j'ai ressenti le besoin de le faire ressortir, surtout à notre époque. Surtout à notre époque. Et c'est là que, effectivement, j'ai voulu montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de nous échapper dans cette relation médecin-malade. Voilà un peu j'y étais très sensible, oui, j'y étais très sensible, oui. Alors on développera peut-être, sûrement, il faudra qu'on développe cette idée-là, peut-être en parlant de quelque chose un peu parallèlement. Alors bon, donc, si vous n'aviez pas vous-même, on peut le dire, puisque vous le marquez textuellement, vous le clamez haut et fort, vous avez souffert d'un cancer, si vous n'aviez pas vous-même souffert d'un cancer, pensez-vous que cette citation, à quelque part il est marqué malade, médecin, maladie, et vous montrez l'opposition avec maladie, médecin, malade. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté votre livre, en lisant cette phrase sur la 4e de couverture. Alors que ce sens très particulier aurait été le même pour vous si vous n'aviez pas souffert d'un cancer. Si je n'étais pas passé par la case maladie moi-même, Voilà, oui. je n'aurais peut-être même pas écrit le livre. Oui, oui. Parce qu'effectivement, j'avais mon vécu de médecin. J'étais pendant toute ma vie professionnelle en relation avec les malades. Mais tant qu'on n'a pas pénétré ce monde, je crois qu'on a quand même, on ressent moins le vécu que simplement à travers une relation, un duel. Il faut y passer pour savoir un peu ce que c'est. Et de voir ce que ça peut apporter, mais aussi de voir tous les inconvénients, surtout à notre époque. Donc, c'est par mon expérience personnelle à la fois de médecin et de malade qui m'a emmené à écrire ce livre. Je l'avais bien compris. D'ailleurs, quelque part, vous le dites, c'est le cancer, votre propre cancer, qui vous a donné l'impulsion. Tout à fait. Ce livre, oui. Alors, de votre cancer personnel, vous parlez très peu. Hein. Juste pour nous confier, et c'est très important quand même, que votre spécialiste de l'époque vous avez accordé 3 ans. Point de suspension, 3 ans, je crois. 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Comment se sent-on après ce genre de verdict? Pas bien. Pas bien. Pas bien. Le contraire m'est étonné. Pas bien. J'en espérais bien sûr beaucoup plus. J'en espérais beaucoup plus. Et vous en avez eu beaucoup plus. Et vous en j'en avez ai eu. encore beaucoup plus. Et j'en ai encore. J'ai eu cette chance, mais à l'époque, je ne savais pas. Vous le savez. Je ne savais pas. Alors, je suis encore surpris aujourd'hui, en relisant mon livre, je me pose la question, comment est-ce que j'ai pu avoir le courage à l'époque de poser cette question? Oui, il faut un certain courage, oui. Oui. Ou une certaine inconscience, je ne sais pas. Ça n'a pas du tout été prémédité, ça a été très spontané. Spontanément. Donc j'étais sûrement dans un moment de second pour avoir à l'hôpital osé poser cette question. Je l'ai posée et il m'a répondu. Et la suite, c'est ce livre. Oui, alors, on en reparlera. Alors, bon, êtes-vous personnellement partisan, ayant vécu cela, ce verdict que vous avez dû assumer après, êtes-vous partisan de confier au malade dans n'importe quelle situation la vérité sur son état à propos d'un cancer à sombre pronostic surtout, hein? Ne pensez-vous pas qu'il convienne parfois que le médecin laisse mourir les gens tranquillement et avec un petit espoir plutôt que de leur couper tout espoir? Oui, c'est une question fondamentale. J'écris dans ce livre que le premier cas que j'ai rencontré, qui a été très douloureux pour moi et très difficile à vivre et à gérer, c'est le cancer du médecin auquel j'allais succéder. Il vivait chez lui et avec mon épouse, nous habitions chez lui.
Donc j'étais tous les jours en contact, moi jeune médecin qui débutait, avec un confrère qui avait un cancer grave, qui faisait semblant de l'ignorer et qui n'a jamais prononcé le mot. Oui. Et moi non plus. Et moi non plus. Oui. Alors, vous me posez la question, par la suite, j'étais souvent confronté à ces situations douloureuses, et la question se posait souvent, faut-il dire la vérité, ne faut-il pas la dire? Alors, mon principe a été le suivant, c'est que dans ce genre de traitement de maladie, quand on commence à parler de chimio, de radiothérapie, les gens sont quand même en général informés que ce n'est pas une maladie banale. Oui, Ce n'est pas une bronchite, ce n'est pas une infection, donc c'est autre chose. Donc, à partir du moment où on propose des traitements lourds, des examens lourds, une maladie qui se prolonge, le malade automatiquement peut prendre conscience qu'il s'agit d'une maladie grave, en l'occurrence d'un cancer. Alors, ce cancer lui appartient, c'est sa maladie à lui, d'abord. Donc, c'est à lui à la gérer, avec l'aide du médecin, avec l'aide de la famille et l'entourage. Alors, pour moi, en tant que médecin généraliste, j'avais adopté l'attitude suivante, c'est que je restais à la disposition du malade pour en parler, à condition qu'il me fasse un signe, qui m'interpelle. S'il me posait la question, je répondais. Je n'essayais pas de bifurquer. S'il ne me posait pas de questions, s'il ne voulait pas savoir, je respectais son silence. Je n'allais pas le provoquer, parce que chaque malade peut vivre sa maladie ou la découvrir à tel moment plus facilement qu'à un autre. Donc il faut attendre ce moment qui parfois ne survient pas. J'ai vu des malades mourir qui n'ont jamais voulu en parler. J'ai respecté leur silence. Oui, ça je trouve très bien, mais ce n'est pas le cas de tous les médecins. Enfin voilà quel a toujours été mon principe. Et est-ce que si on vous demande j'en ai pour combien de temps à vivre, répondez-vous ouvertement? Je ne répondrai pas comme mon spécialiste l'a fait. Il a quand même, il m'a parlé de 3 à 5 ans, donc il m'a laissé une petite fourchette. Oui, une petite fourchette. Je ne prononcerai pas, si vous voulez, de chiffres. Je crois que c'est quand même un peu risqué. La preuve, bon... Trop traumatisant. Ça peut être très traumatisant. Moi, j'ai accusé le coup, mais je m'en suis sorti. Alors que pour d'autres, ça peut se passer beaucoup plus mal. Et ça peut précipiter leur chute, d'ailleurs. Également. À partir du moment qu'on n'est pas prêt, ça peut être handicapant. Alors, un autre thème, là, vous invitez ensuite, au travers d'un long périple, mais pas ennuyeux, il est long, mais pas ennuyeux du tout, le spectateur à prendre conscience des progrès accomplis depuis avant Hippocrate, en passant par l'obscurantisme moyenâgeux, jusqu'à nos jours. Ce que vous expliquez, on l'avait plus ou moins appris à l'école, mais sûrement assez mal retenu. En ce qui me concerne, en tous les cas, ça a ravivé mes souvenirs scolaires, mais d'une bonne façon. J'ai trouvé très bien de me remettre dans le coup comme ça, parce que surtout c'est expliqué d'une façon compréhensible et simple, pas du tout une énumération fastidieuse, pas du tout. Alors c'est vrai aussi qu'au lieu de comparer notre situation actuelle, médicalement parlant, avec celle créée par la peste, le choléra, la tuberculose, la lèpre, enfin, variole, diphtérie et compagnie, au lieu de comparer notre situation actuelle à ce Moyen-Âge bourré de maladies atroces, quoi, eh ben, on oublie quand même qu'on est quand même dans une période remarquable par rapport au passé. Et par exemple, pouvez-vous nous rappeler l'espérance de vie au Moyen-Âge? Bon, il n'y avait pas de statistiques au Moyen-Âge. Non. Mais bon, quand on parle d'abord, il faut savoir que quand on parle d'espérance de vie, c'est une espérance de vie moyenne depuis la naissance.
C'est-à-dire que, vous avez posé la question du Moyen-Âge, mais ça a encore été vrai bien après, c'est qu'à cette époque-là, il y avait déjà une très très forte mortalité infantile. Donc, si vous voulez, cette espérance de vie moyenne était basse. Tenez compte de la mortalité des enfants qui mouraient à la naissance ou qui mouraient au bout de quelques mois. Hein. Bien sûr, il y en avait énormément. Bon, par la suite, déjà le fait que la mortalité infantile a été nettement réduite, et bon, il y avait moins d'enfants aussi, hein, jadis, les familles avaient 10, 12 enfants, hein. Donc il y a moins d'enfants. L'espérance de vie a augmenté de ce fait qu'il y avait moins de mortalité infantile. Mais en plus de ça, on a prolongé l'âge des personnes, et à ce moment-là, donc je pense que la période dont vous parlez, on peut considérer que c'était entre 30 et 40 ans, hein, l'espérance de vie. 50 ans, c'était déjà quelqu'un qui était 50 vieux. ans, il y en avait certainement qui arrivaient à 50 ans, bien entendu. Oui, hein. Mais je veux dire, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Hein. Donc, on peut dire que c'était entre 30 et 40 ans. Oui, alors vous avez très bien montré les effets négatifs de la pression et de la dictature imposée par ceux dont les velléités scientifiques de l'époque risquaient de contredire, par exemple, si peu que ce soit, la Genèse telle qu'enseignée dans la Bible. Les chercheurs qui faisaient des découvertes n'avaient pas le droit de les proclamer, parce que c'était contraire à l'idée reçue, quoi. Hein. C'était pas seulement contraire à l'idée reçue, c'était aussi la religion considérait que le corps humain, que l'homme, était créé par Dieu. Était créé par Dieu. Donc sacré. Et on n'avait pas le droit de toucher à ce que Dieu a fait. On n'avait pas le droit de modifier ce que Dieu avait créé. Et en plus de ça, il fut une époque aussi où on considérait que s'il y avait une maladie qui arrivait, elle était envoyée par Dieu. Oui. C'était plus ou moins une punition. Et donc, ce n'était pas à nous, même les médecins, à aller contre les décisions de Dieu. Donc, du coup, il ne fallait pas y toucher. Et ça entraînait malheureusement un retard considérable en médecine, puisque on interdisait à ce moment-là de faire les dissections. Il ne fallait pas ouvrir le corps humain, il ne fallait pas chercher le fonctionnement du corps humain, c'était interdit. C'était un blasphème, il fallait, et donc on a pris un retard considérable, alors que pendant ce temps-là, le monde arabe, par exemple, évoluait, était beaucoup plus à l'aise, il n'avait pas ses interdictions, ses croyances, et donc le monde arabe a progressé et on a tiré les bénéfices de cette évolution du monde arabe à la Renaissance par la suite. Par la suite, oui. En particulier, par exemple, vous montrez des dissections du cœur. Il y avait un certain médecin arabe, savant médecin arabe, qui était le premier qui avait établi le vrai fonctionnement de la circulation du sang, et ce qui n'était pas le cas du tout, où on disait des choses, même des savants prétendaient des choses absolument ahurissantes, qu'aujourd'hui on sourirait. Bien sûr, bien sûr. Oui, et par exemple, bon, ne serait-ce que de savoir comment le sang passait des artères aux veines, c'était pas évident, et finalement, voulez-vous rappeler qui, en France, enfin, oui, en France, je crois, a permis de le savoir, et par quelle invention que ça a été permis? Oui, c'était un problème. On avait le sang passe des artères aux veines. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le sang passe par les capillaires. Or, les capillaires n'étaient pas visibles à l'œil nu. Oui. Et donc, il a fallu effectivement trouver un microscope. Un microscope pour analyser, pour voir effectivement le passage, et c'est finalement donc Leeuwenhoek qui était un drapier hollandais. C'était pas rien français. à voir avec la médecine. Pas français. Oui, rien à voir.
Et comment que le drapier, oui. Et comment un drapier hollandais a pu découvrir ça? Ben, tout simplement parce que le drapier, il voulait analyser les fibres de ses tissus. Et donc, il voulait les grossir. Et il a inventé d'abord une espèce de loupe. Et il a toujours essayé de grossir pour arriver finalement au précurseur d'un microscope. Oui. Et comme c'était quelqu'un d'assez minutieux, un jour, il a prélèvement au niveau de ses dents. On ne se brossait pas beaucoup les dents à l'époque, hein. Donc il y avait des dépôts au niveau des dents qui devaient un peu le gêner. Et il a dû prendre une allumette, ou je ne sais pas que sais-je, ou une fourchette. Il a gratté ses dents et il a mis un peu ce dépôt. Ça, vous ne l'avez pas marqué? C'est marqué un peu. Ah, un tout petit il peu. l'a déposé sur sa lame. Et que voit-il bouger? Des petits animalcules qui bougeaient. En quelle année ça? En fait à peu près il est de... C'était avant, après, on était avant au XVIIe siècle. C'était avant Pasteur. Oui, bien sûr, bien avant. Oui, c'était bien avant Pasteur, bien entendu. Il découvrait les microbes avant Et Pasteur. il a découvert qu'il y a des microbes qui bougeaient là-dedans. Donc c'est le premier qui a vu des microbes, le premier de l'humanité, un drapier qui a vu le venu. Quelle page? À la page 37. Bon, 37. Et puis lui vint alors l'idée d'observer une goutte de sang. Ah voilà, de Il fil prend une en goutte aiguille. de sang. Oui. Pour la première fois, l'œil humain observait de petits globules rouges nageant dans un liquide cristallin. Donc c'est le premier qui a vu des microbes, c'est le premier qui a vu les globules rouges, et c'était un drapier hollandais. Il le mit par écrit. Alors il en a parlé, et tout le monde a dit qu'est-ce que c'est pas possible. Alors les gens se sont précipités, il l'a montré, et puis effectivement on a pu constater qu'il y avait quelque chose qui Et on bougeait. n'était déjà plus au Moyen-Âge, donc ça a été toléré. Il n'a Oui, pas ça a été toléré. On est là au XVIIe siècle, oui, et puis là. au début du XVIIIe. Hein, donc Oui. c'était déjà possible. Oui, hein. c'était possible. C'était possible. Mais à la même époque, en France, Lavoisier, qui était un chimiste, lui, Lavoisier, Oui. et qui travaillait beaucoup avec son épouse, eh bien, c'est le premier qui finalement a compris que la respiration, eh bien, amenait de l'air, de l'oxygène dans les poumons, et qu'on rejetait le CO2, Oui. ce qu'on ignorait complètement. Oui, oui, On ne savait pas du tout ce qui se passait dans ces échanges, et il a compris que finalement le corps humain fonctionnait comme la combustion d'un feu, c'est-à-dire qu'il faut de l'oxygène pour que le feu brûle, et que le feu rejette du gaz carbonique, du CO2. Donc c'est le premier. Malheureusement, Lavoisier était français, et lorsqu'il a fait ses découvertes, c'était au moment de la Révolution française. Et la Révolution française lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin de savants. Donc Lavoisier a été guillotiné. Oui. Guillotiné. Hein. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Révolution française considérait qu'ils avaient tous les pouvoirs, qu'ils savaient tout, et qu'il fallait personne qui vienne entraver leurs croyances à eux. Parce qu'il entravait en quelque sorte bien leurs sûr. croyances. Parce que... C'était plus les croyances moyenâgeuses quand même. Et ils considéraient qu'on n'avait pas besoin d'autre, que la Révolution française était assez savante, et que les révolutionnaires étaient assez savants, et qu'ils en savaient assez, et que eux, c'était à eux à dicter ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, et de perturber un peu ça, d'entrer là-dedans en disant, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, moi je vous apporte autre chose. Ah non, c'était pas possible. La révolution, c'était... C'est quand même un peu gros. C'était une dictature. Hein. Oui. Bien sûr. Et politiquement, il lui reprochait que ça. Oui, donc c'était l'époque aussi, il y en a d'autres, des écrivains qui ont été guillotinés parce qu'ils émettaient des idées qui ne correspondaient pas à la révolution, bien sûr. Oui. Alors, estimez-vous que les études classiques d'un médecin, parce que c'est merveilleux, c'est la première fois de ma vie, docteur Léonard, que je m'entretiens sur tel sujet avec un médecin. Parce que, hélas, trop souvent, c'est l'ordonnance, point final. Hein. Bon, alors, estimez-vous que les études classiques d'un médecin lui permettent de bien s'initier à ces différentes étapes que vous décrivez dans votre livre, les progrès de la médecine, entre autres, hein, et surtout,
ou est-ce qu'il faut quand même en plus un don, être doué pour? Est-ce que c'est suffisant en ce qui concerne les études médicales? Est-ce qu'ils en parlent assez ou vous pensez qu'ils devraient en parler davantage à la faculté? Oui, ça c'est un grave problème. C'est une question que vous soulevez qui me tient beaucoup à cœur. Oui. J'en ai souffert et j'en souffre encore aujourd'hui parce que je nous ai dit que les études médicales ne sont pas toujours adaptées à cette profession de médecin généraliste. Je ne parle pas des spécialistes. Les spécialistes font 2, 3, 4 ans de spécialité et ils se cantonnent dans, si vous voulez, dans une partie du corps humain, hein, que ce soit l'appareil digestif, que ce soit la gynécologie, que ce soit le cerveau. Donc pendant 3 ou 4 ans, ils ont largement le temps, si vous voulez, de se spécialiser dans une partie du corps humain. Le problème, c'est que le médecin généraliste est confronté à tout le corps. Oui. À tout le corps. Oui. Il ne sait pas tout, il le sait, hein, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes, hein, mais il est quand même confronté, si vous voulez, au départ, à un problème qui relève de telle ou telle partie du corps. Oui. Et c'est à lui, à ce moment-là, de savoir est-ce que c'est grave, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut l'envoyer chez le spécialiste, est-ce qu'il ne faut pas l'envoyer. C'est parfois un dilemme douloureux. Ça, c'est un problème. Or, les 6 années de médecine ne préparent pas assez le médecin généraliste. Parce qu'il ne peut pas être confronté à toutes ces spécialités. Moi, par exemple, dans mes études de médecine, j'ai fait un stage en maternité, j'ai fait un stage en dermatologie. Je ne me souviens pas avoir fait un stage en ORL, je ne me souviens pas avoir fait un stage en ophtalmologie. Hein. Donc voilà des spécialités. En neurologie, je crois que je n'ai fait que passer. C'est pas parce que j'ai séché les cours, sûrement pas, mais c'est comme ça parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc on considère que les cours qu'on a, les quelques stages qu'on fait dans l'hôpital permettent, si vous voulez, d'être confrontés à tout ça. Ce n'est pas vrai. Oui. Ce n'est pas possible. Oui. Alors, en plus de ça, si ensuite le médecin, qui en plus de ça est formé souvent par des professeurs, bien entendu, ils sont tous professeurs, mais professeurs dans leur spécialité. Professeur de ceci, professeur de cardiologie, professeur de neurologie, professeur de gynécologie. Donc, l'enseignement se fait par des spécialistes. Ça, c'est normal. C'est normal, c'est bien. Oui. Mais à côté de ça, il n'y avait pas, si vous voulez, quelqu'un qui englobe la totalité. Une approche de la totalité. Oui. Et ça, dès très tôt, on est amené à trancher, à couper, si vous voulez, par organe, le corps humain. Et ça, ce n'est pas souhaitable pour un médecin généraliste. Un spécialiste, c'est différent. Oui. Donc, finalement, le rôle du médecin généraliste, excusez-moi de vous interrompre, est beaucoup plus difficile que celui du spécialiste, lequel a fait des études beaucoup plus longues. Bien entendu. Si vous avez un ophtalmo qui toute sa vie s'occupe des yeux... Son rôle est relativement facile. C'est quand même assez facile. Hein. C'est votre rôle, il est ingrat. Il est facile et il gagne beaucoup plus qu'un médecin généraliste. Et en plus, vous voulez vous le faire dire. Oui. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans tout ça. Il n'est pas très logique. Et ce n'est pas seulement une question de logique. Si ça ne touchait pas au corps humain, on en rirait. Oui, mais étant donné que là, on est dans la santé, on touche au corps humain, donc ça mériterait un peu plus de considération et surtout de formation. Oui. De formation initiale et de formation ensuite continue après. Oui, mais ça existe quand même. Malheureusement, ça existe trop peu. Trop peu. Oui. On en parle, mais on ne fait que rarement. C'est franchement... Il faudra que ça change, hein, d'ailleurs. On en prend conscience. Ce sont des initiatives ponctuelles qui se prennent. Hein. Alors, quelques médecins le font. Oui, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir été très vite contacté au bout de 2 ou 3 ans que j'étais installé par un médecin généraliste que je remercie beaucoup, il est mort maintenant, qui s'appelait Guy Scharf, qui était un médecin généraliste installé à Voipy, donc la banlieue de Metz.
et qui nous a très vite contactés. Je venais de m'installer. Je reçois un courrier un jour en disant: mon cher confrère, pensez-vous que nous avons été préparés, formés dans des bonnes conditions pour exercer ce magnifique métier, mais combien difficile, de médecin généraliste? La façon dont il posait la question, je comprenais qu'il n'était pas satisfait, et moi je n'étais pas satisfait non plus. Et il a envoyé ça, je crois, à 300 confrères du département de la Moselle. Et finalement, quand nous nous sommes réunis, nous étions à 12 dans son bureau. Oui, oui. Enfin, bon. Pas dans son bureau, dans sa salle à manger, je m'en souviens très bien. Et à partir de là, eh bien, il a lancé la formation médicale continue, auquel j'ai adhéré pendant de très nombreuses années. Chacun faisait part de ses expériences. Chacun faisait part, ça c'est du baline, ça, mais en plus de ça, on a assisté à des rencontres avec des médecins, et cette fois, comme nous on avait une expérience de médecin généraliste, on savait quels étaient nos manques, nos lacunes, et on pouvait en débattre avec des spécialistes qui, eux, découvraient aussi, grâce à nos questionnements, découvraient ce qu'était la médecine générale. Oui. Ils l'ignoraient complètement. Ils ont toujours baigné dans leur spécialité, mais n'ont jamais eu étaient confrontés. Et quel intérêt ils avaient, eux, de venir, un intérêt purement, comment je dirais, enfin, humain, intellectuel, il n'y avait pas de... Mais vous avez raison, et je peux vous dire qu'à l'époque, quand ça a été lancé, puisque là on parle de la faculté de médecine de Nancy, puisque nous faisions partie de la faculté de médecine de Nancy, il n'y avait que très peu... Vous pouvez un peu tourner, peut-être, il n'y avait que très peu de professeurs qui ont adhéré à cette idée. Ils pensaient que ça ne se justifiait pas, que c'était quelque chose... C'est tout de même fâcheux. Et que finalement, je ne citerai pas les noms, ils ne mériteraient pourtant, les professeurs qui ont adhéré très tôt, ils étaient à 3 ou 4, et qui ont adhéré à cette idée et qui ont travaillé avec nous pour mettre au point. Et ce qui a débouché ensuite sur quelque chose de nouveau, et c'est parti d'ici, c'est une année supplémentaire, donc une 7e année, cette fois de médecine générale. On parlait de médecine générale à la faculté, alors qu'auparavant on n'employait même pas le mot. Donc ça a été créé parce que les médecins sur le terrain se sont rendus compte que l'enseignement n'était pas suffisant. Et actuellement, ça existe donc? Ça existe. Au choix, en option? Ah non, non, c'est pas obligatoire. Alors donc c'est 7 ans. Est-ce qu'ils assistent au cours? Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a maintenant, et il y a un examen, je pense, j'espère, qu'il y a quand même un contrôle à la fin de cette année de médecine générale, qui est la 7e année de médecine. Oui. Je ne savais pas. Je pensais qu'il y avait toujours 6 ans. Alors là, vous avez très bien répondu que vous estimez finalement que les études classiques d'un médecin ne lui permettent pas vraiment de s'initier, malgré la 7e année. Je pense que c'est encore insuffisant. Non? Oui, il faut ensuite faire des stages. Alors là aussi, suite à cette démarche de Guy Scharf, où la faculté a été alertée en disant attention, vous ne préparez pas très bien les médecins à exercer cette magnifique profession de médecin généraliste, il faudrait aussi qu'ils puissent peut-être faire des stages chez des médecins généralistes. Ah oui, ah oui. Et c'est à partir de là qu'a été proposé, dans un premier temps, proposé à la faculté de médecine à des médecins qui terminaient leur cursus universitaire, de faire quelques mois de stage chez un médecin généraliste. C'est comme ça que j'ai eu plusieurs stagiaires. Ils ont trouvé facilement des maîtres de stage? Alors au début, il y en avait très peu, nous étions peu nombreux, mais il faut dire qu'il y avait aussi peu de candidats. Ah oui. Les jeunes terminaient leurs études, étaient pressés peut-être de faire une spécialité ou de s'installer, alors ça leur prolongeait un peu leurs études. En plus. Et donc il y avait peu de candidats. Ça s'est développé par la suite, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, j'espère que ça se poursuit,
mais c'est aussi nécessaire. Hein, et Les stagiaires. il y avait peu de médecins généralistes qui acceptaient des stagiaires à l'époque. Hein. Ça les perturbait dans leur... Bah, ils leurs ils demandaient habitudes. qu'est-ce qu'ils allaient faire là, c'était gênant vis-à-vis des malades, et puis eux non plus ne savaient pas trop quoi leur dire. Ah oui. Les médecins généralistes ils disaient je suis tranquille, je fais mon petit boulot, Voilà. hein, sans qu'on me pose trop de questions. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. J'espère que ça continue, que ça va se développer, mais c'est important aussi. Et maintenant, suite à tout ça, il y a quand même eu une évolution, heureusement, mais qui a été lente. C'est que on a proposé à des médecins généralistes, j'en connais, de devenir professeur à la faculté de médecine. Ah, oui, c'est Donc, pas mal ça. ils vont, Oui, en ça, 7e c'est année, pas mal, oui. ils vont effectivement enseigner à la faculté de médecine aux futurs médecins généralistes. C'est un projet ou c'est déjà C'est en en place? route, c'est en route. Il y a oui. dans la région, je connais Ce serait plusieurs... même le plus logique, ça, que ce Voilà. soit des pratiquants Je qui... connais plusieurs soient médecins professeurs. généralistes qui ont Oui. maintenant le titre, j'ai connu les tout premiers, c'était des amis, c'était notre génération, qui ont eu le titre de professeur de médecine générale. Donc ça s'est fait lentement, difficilement. Oui, Il a très fallu que la difficile en médecine. que la faculté accepte ce changement, qu'une intrusion, si vous voulez, Dans leurs bonnes habitudes, voilà, dans ça la crée faculté, un- qu'il puisse y avoir Ça. des médecins généralistes. Donc, vous voyez, les choses quand même ont ont progressé. évolué. Oui. Alors, je passe à essayer, pas trop rapidement quand même, parce que ça vaut le coup quand même de s'étarder un peu, à l'étape votre vie de médecin. Bon. Alors, vous nous racontez des savoureuses anecdotes. Bon, on ne va pas toutes, bien sûr, les évoquer, les gens n'ont qu'à acheter ce livre. Rappelez le nom de l'éditeur aux éditions Les éditions Les Parèges. Les Et Parèges, le livre est vendu 15 €. édition des Parèges, Des Parèges. donc à Metz, Oui. livre vendu 15 €. Et alors, voilà, voulez-vous quand même nous raconter peut-être rapidement une ou deux anecdotes? Je me suis bien marrée quand même, parce que c'est pas toujours franchement rigolo, moi non plus, les anecdotes. Voulez-vous évoquer par exemple, bon, votre épouse a accouché à domicile, alors que c'était pas prévu, Mon épouse? oui? Non, c'est pas ça, alors j'ai confondu. Non, c'est une erreur. J'ai fait des accouchements à domicile, oui, mais pas mon épouse, non. Mais vous êtes arrivé à un moment où vous avez, jeune médecin, où vous avez mis un bébé au monde, je dirais presque Oui. volontairement. Parce Oui, que bon, c'est-à-dire vous avez mis c'était à l'époque où les parturientes donc étaient suivies par gynécologues, des sages-femmes. Et puis, ce qui a fait, c'est que, bon, tout en étant médecin de campagne, nous étions à 18 km de Metz. oui, Donc, c'est aussi. c'était facile d'être suivi à la maternité. Il y avait plusieurs maternités à Metz à l'époque. Hein. Donc, les gens se faisaient suivre à la maternité et allaient coucher. Bon, il arrivait certains cas où c'était tellement rapide, vous n'avez pas eu le temps de se retourner que le bébé se présentait, alors on appelait le médecin sur place, et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de participer à trois accouchements. Hein, 3 accouchements. Mais je cite, parce que vous parlez de cas, je cite le cas de ce jeune médecin qui fait son premier remplacement, que je n'ai pas connu, on me l'a rapporté ce cas, qui fait son premier remplacement et qui est amené à faire un accouchement alors qu'il n'a jamais fait de Oui, stage. voilà, j'ai confondu avec... oui. Et, Mais je crois que le bébé, il a fait le travail tout seul, oui, puis on lui a présenté le beau bébé bien mais lavé. ce qui montre l'insuffisance, parce que finalement, il n'avait pas le choix, il a été obligé d'assister à cet accouchement, mais bon, ça s'est fait tout naturellement. Heureusement. Et il savait quand même qu'il devait couper le cordon et passer le bébé à la grand-mère qui l'attendait avec la serviette chaude. Mais le problème, et là c'est quand même moins drôle, c'est qu'il est parti précipitamment et en disant je ne sais pas ce que ça vaut, vous verrez quand votre médecin reviendra, il ne s'est pas fait payer. vous payerez votre médecin. Et dans le couloir, la grand-mère le rattrape en disant « Docteur, vous avez oublié quelque chose ?» Il dit « Non, c'est pas possible, j'ai ma serviette, j'ai mon manteau, j'ai tout. »
et la délivrance. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Mais il n'avait jamais entendu parler de délivrance. Si elle avait peut-être parlé de placenta, ça aurait peut-être pu évoquer quelque chose, mais non, délivrance, il ne connaissait pas. Et bon, on s'est dit, on sait qu'est-ce que c'est encore ce truc-là. Il répond à la grand-mère, eh bien madame, ça ne se fait plus. Ah oui, oui, vous l'avez marqué. Voilà. Alors c'est quand même grave parce que... Et finalement, alors finalement, ben, la grand-mère, du coup... Elle l'a fait toute seule, non? Non, non, alors la grand-mère est venue et sa fille qui venait d'accoucher avait des douleurs, des contractions, du fait que la délivrance n'était pas expulsée. Et la grand-mère avait beau dire à sa fille que ça ne se fait plus, elle voyait bien que ça se faisait toujours. Et du coup, elle a eu la bonne idée d'appeler son vieux médecin qui avait accouché la grand-mère, qui était retraité depuis bien longtemps, et elle lui a demandé de venir, lui a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, le vieux médecin a dit, on va faire comme dans le temps. Avec la main. Je viens m'en occuper. Et le vieux médecin est venu s'en occuper. Donc voilà, c'est une histoire véridique. Hein. Ah ben oui, ça ne s'invente pas. Ça montre le manque de formation dans le cadre d'un médecin général, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que vous vous rendiez toujours chez les patients qui vous téléphonaient au milieu de la nuit? Oui, bien sûr, parce que au milieu de la nuit, pour deux raisons. Parce que les gens à la campagne, en général, n'appelaient pas pour un bobo. Hein, oui, ils soignaient ces bobos tout seuls. S'ils appelaient, c'est qu'il y avait une situation anormale, angoissante. En plus de ça, il est vrai que la nuit, tout problème de santé est encore aggravé par le fait que c'est la nuit. L'angoisse est encore aggravée. Donc, ces gens ont besoin d'être rassurés. Hein. Et parfois, bon, même s'ils appelaient, que parfois ça ne se justifiait pas, l'urgence, c'était peut-être pas une urgence, mais j'ai jamais reproché de m'avoir appelé la nuit pour dire ça valait pas la peine. Non, rien que pour rassurer les gens, c'était déjà important. Hein. C'était déjà important. Alors, pensez-vous que la situation des gens à la campagne, auxquels il arrive un accident actuellement, le samedi ou le dimanche soir, soit aujourd'hui plus favorable pour eux aux urgences qu'à l'époque où leur médecin de famille se dérangeait pour eux? La réponse coule de source. Oui, ça c'est un problème. Ça c'est un problème parce que effectivement, il est quand même nécessaire. Et moi je l'ai vécu comme ça pendant mon exercice de médecine générale. C'est que à la campagne, les gens ont besoin d'un avis d'abord, un avis d'un médecin. Eux, ils ne peuvent pas toujours juger est-ce que c'est grave ou pas. Oui. Bon, il y a des signes qui alarment, qui montrent une gravité, mais ça peut parfois être trompeur. Donc il est difficile, donc il est nécessaire d'avoir un avis quand même d'un médecin, quel que soit le médecin. Ce qu'ils ont de moins en moins maintenant. C'est-à-dire que c'est eux qui jugent si c'est urgent ou pas, et à ce moment-là, qui appellent des secours, qui eux, ben, ce sont les pompiers ou c'est ça, qui ne sont pas toujours en état non plus de juger, et qui eux, ne voulant pas prendre de responsabilité, ben, décident d'amener aux urgences. Voilà. Alors aux urgences, c'est encombré par des vraies urgences, mais aussi par de nombreuses fausses urgences. Oui. Alors vous en parlez justement, et personnellement, vous avez vécu une expérience qui vous a traumatisé aux urgences. Hein, vous en parlez. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Non. Voilà, ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas. Alors, est-ce que vous y voyez un remède? Oui. Alors, on vous écoute. Oui. Je veux dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait plus de proximité. Les gens ont besoin d'avoir un avis d'un spécialiste ou d'une infirmière tout au moins, de gens qui peuvent prendre une décision de savoir si c'est médical.
pour donner une première idée, une première appréciation, pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, soit c'est banal, et à ce moment-là, on rassure tout le monde, on apporte les soins qu'il faut, ou alors c'est grave, et à ce moment-là, on sait qu'il faut l'orienter vers tel ou tel service spécialisé. Donc, il faut un service de tri, où les gens peuvent accéder facilement, si possible de proximité, pour qu'on leur dise, voilà, ceci, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut aller faire ceci ou cela. Donc, moi, je considère qu'il faut, à la campagne, des maisons médicales où il y a un service de garde. De nuit. De nuit. Oui. Un médecin disponible, au moins une infirmière, mais un médecin encore mieux, et si c'est les deux, c'est encore mieux. Donc il faut qu'il y ait des maisons médicales à la campagne qui assurent un service de garde. Et pourquoi il n'y en a pas actuellement? Pas suffisamment loin. C'est en train de venir, ça vient, mais il a fallu passer par une période quand même douloureuse, longue, difficile, pour arriver à comprendre que c'était nécessaire. Et vous pensez vraiment, vous y croyez à ces maisons? J'y crois, oui, j'y crois beaucoup. J'y croyez, oui. Et en ville, il faut ce qu'on appelle une polyclinique, c'est-à-dire qu'un service où il y a à la fois des médecins généralistes et des spécialistes, des infirmières, des kinés. Il n'y a pas besoin de lit, forcément, à ce moment-là, on passe à une autre polyclinique, mais une simple polyclinique sans lit, et qu'il y ait un service de permanence de soins 24 heures sur 24. Ce n'est pas le cas des urgences actuelles? Les urgences, c'est dans les grands hôpitaux, où il y a des spécialistes, et ces urgences arrivent seulement si c'est nécessaire d'aller plus loin. Au départ, il doit y avoir un tri pour ne pas encombrer ces services. Et dans les polycliniques, il y aurait ce tri? Et dans les polycliniques, il y aurait un premier tri, oui. Et de ce premier tri, on soigne sur place, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, et les gens repartent. Oui. Ou alors, on considère que ça nécessite des avis, un traitement complémentaire qu'on ne peut pas donner dans une polyclinique, on l'oriente vers tel ou tel hôpital, donc c'est un service de tri qui permet à ce moment-là. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas ça. Il n'y a malheureusement pas ça, mais j'espère que ça va... C'est à nos politiques à s'en occuper. Avec les médecins, si possible. Oui. Avec les médecins. Alors, je vais passer à... Bon. Voilà. Alors, nous risquons, vous l'avez suggéré clairement, nous risquons les déserts médicaux. Hein. Ils vont en s'accentuant. Bon. Il y a le médecin de Waldwies ou de Waldweistroff qui est parti en retraite. Il aurait pu prolonger le doctorat. Il est dans les enquêtes et il n'a pas trouvé à placer avant céder son cabinet même gratuitement. Hein, voilà. Alors, bon. Est-ce que ce risque-là de désert médical est-il aussi lié au fait que les gens, par exemple les jeunes médecins actuels, ils souhaitent un confort de vie qui n'existait pas par le passé et que nos anciens médecins s'accommodaient d'une vie nettement plus difficile que celle d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est lié aussi au souhait d'un confort de vie qui n'existait pas dans le temps? Tout à fait, c'est l'évolution de la société. Voilà, hein. oui. Vous prenez le cas, je connais bien cette situation, vous prenez le cas du médecin généraliste qui s'installe, qui est seul. Or, actuellement, s'il veut exercer sa profession dans de bonnes conditions, il a besoin d'adjoints, d'infirmières, de kinés et de secrétaires. Bon, au départ, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de se payer une secrétaire. Oui. Qui va faire, si possible, c'est son épouse. Oui. Or, maintenant, les épouses travaillent par ailleurs. Ont une formation, veulent exercer leur profession. Donc, soit elles se sacrifient pour leur mari. Oui, c'est de plus en plus rare. Et ça se faisait dans le temps. Oui. Mon épouse est passée par là. Oui. Ou alors il faut chercher une secrétaire, mais à ce moment-là, comment la payer? Voilà. Ils n'ont pas les moyens. Oui, c'est l'évolution de la société. Alors, pour bénéficier d'une secrétaire, il faut au moins 2 ou 3 médecins.
oui, qui voilà. puisse être la Une secrétaire commune. Donc il faut une maison médicale. Il faut une maison médicale, alors, et à ce moment-là, on peut se permettre de se voilà, payer oui. une secrétaire, et avec l'aide d'infirmières et tout ça. Donc le médecin est nettement moins isolé, il peut faire du bon travail en complémentarité avec toute une équipe. C'est encore très rare. C'est encore très rare, mais c'est en train de se mettre en place. Oui. C'est en train, on y arrive, on y arrive. Alors, un jour, un médecin qui est cancérologue, qui venait de Syrie, me confia. Il me dit, ça ne s'invente pas. Moi, madame, je travaille 70 heures par semaine, me dit-il. Plus personne ne veut s'astreindre à cela aujourd'hui. Je cite ces mots. Les gens sont devenus très paresseux. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Oui, c'est un peu excessif, en ce sens que les gens sont devenus très paresseux. Bon, les gens ont besoin de vivre, d'avoir une vie normale. Hein. C'est pas parce qu'on est médecin qu'il faut se sacrifier. Hein. Dans le temps, les médecins se sacrifiaient. Hein. Oui. Ils ne faisaient que ça, et ils travaillaient, ils ne s'arrêtaient même pas à la retraite parce qu'ils ne savaient rien faire d'autre. Donc ils travaillaient jusqu'au bout, ils mouraient médecins, j'en ai connu. Bon, maintenant c'est terminé, la société a évolué, et bien entendu... oui, elle a évolué, mais d'un autre côté, elle a rétrogradé. Elle n'a pas trouvé, ça a évolué trop vite. Je veux Oui. dire que ça a évolué trop vite. Hein. Le mode de vie a évolué trop vite. Le deuxième problème, je vais vous dire ce qui s'est passé ces dernières années, depuis la fin du XXe siècle jusque maintenant, c'est qu'on a créé, par le fait même, grâce au progrès de la médecine, on a créé une nouvelle épidémie. On a créé une nouvelle épidémie. Et je rappelle même ça une épidémie endémique. Cette épidémie, c'est qu'on a prolongé la vie des personnes. On arrive maintenant à voir toute une catégorie de personnes âgées qui dépassent les 80, 90 ans et même 100 ans. Oui, c'est pas tellement là le problème. Mais c'est un problème. Oui. C'est un problème. D'un côté, heureusement, mais on sait très bien que dans le temps, quand on prolongeait l'espérance de vie à 40, 50 ans, on prolongeait des personnes qui avaient encore une capacité de vie normale. Alors que là, maintenant, on prolonge des personnes âgées qui ont une usure, qui sont usées naturellement. Le corps s'use, se fatigue. Donc on prolonge, si vous voulez, des personnes. Ce qui veut dire que maintenant, on a de plus en plus de seniors, de personnes âgées. Heureusement, un certain nombre en bonne santé, mais qui progressivement posent des problèmes de santé. Et qui posent pas seulement des problèmes de santé sur une maladie ou deux, ce sont souvent des personnes qui ont plusieurs maladies. Soit une insuffisance respiratoire, soit une insuffisance cardiaque, soit une insuffisance de ceci, donc une polypathologie. Donc on a créé, si vous voulez, grâce au progrès, toute une catégorie de personnes âgées, moribondes. Donc, pas forcément moribondes, mais qui ont des polypathologies. Et tout ceci incombe au médecin généraliste de faire le tri dans toutes ces pathologies qui se présentent à lui. Et on voit difficilement comment enrayer cette épidémie. Et qui progressivement évolue aussi vers l'handicap. Et c'est pour ça que maintenant, on crée de plus en plus de maisons d'EHPAD, de maisons de retraite, de plus en plus. Il y en a toujours besoin, il y en aura toujours plus, parce que mais oui, on a toute une énorme épidémie liée aussi à la conception de la société. Voilà. Je ne sais pas, je pense que vous le trouvez aussi anormal que moi, que couramment vous ayez des personnes je ne dis pas où, mais enfin j'ai eu l'occasion de voir ça, des gens qui m'ont dit je prends 32 cachets par jour, je suis hospitalisée et on m'a réduit maintenant mes cachets à 12 par jour. Tout à fait. Donc, eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Alors si vous voulez, ces personnes à un certain âge qui ont, comme je vous ai dit, des polypathologies, plusieurs pathologies, et qui à ce moment-là courent d'un spécialiste à l'autre. Quand elles peuvent courir. Oui, mais enfin, elles font appel à des spécialistes, on les emmène. Je veux dire, courir, ça veut dire faire appel à tel ou tel spécialiste. Chaque spécialiste, dans son domaine,
va lui donner tel traitement, tel traitement. On se retrouve avec 32 médicaments. Si ce n'est pas coordonné par un médecin généraliste, on arrive à des situations invraisemblables où on sait que chaque année, de nombreuses personnes, je ne vais pas avancer de chiffres, hein, ça fait trop mal d'entendre des chiffres pareils, sont hospitalisées à cause des problèmes provoqués par le nombre de médicaments et des personnes qui décèdent à cause des multiples médicaments qu'elles prennent. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Dernière série de petites questions. Alors, bon, pensez-vous à écrire un autre livre? Alors ça, c'est une drôle de question, ça, je ne m'y attendais pas à celle-là. Non, je vais vous dire, je m'occupe encore aujourd'hui, ce matin encore. Pas, ces choses-là, hein, si vous voulez, il y aura une suite à ce livre, mais pas sous forme de livre, parce que je m'attache beaucoup à ce qu'il y ait une création. J'habite maintenant au centre-ville à Metz, et je travaille sur la création d'une polyclinique en face de chez moi. L'hôpital Sainte-Blandine, dans 3 ans, va se vider, et ma grande préoccupation, c'est qu'à cet emplacement-là, en plus de logements, il y aura des logements bien entendu, mais qu'en plus on crée une polyclinique au centre-ville de Metz. On a trop vu des hôpitaux quitter le centre-ville de Metz, que ce soit Bon Secours, que ce soit Saint-André, que ce soit Sainte-Croix, et tous ces hôpitaux sont partis, et qu'est-ce qu'on a mis à la place? Des logements. Très bien, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir qu'avant c'était un hôpital, que les gens pouvaient se soigner, et que maintenant on leur a enlevé tout ça. Et on les a mis où? À l'extérieur. À l'extérieur. Je ne dis pas le mal qu'on a la nuit pour arriver à Bercy, par exemple. Donc il faut qu'il y ait au centre-ville, et ça c'est mon objectif, je m'en suis encore préoccupé ce matin, c'est un objectif important, c'est de créer au centre-ville, à la place d'un hôpital, en l'occurrence Sainte-Blandine, de créer une polyclinique où s'installerait des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmières, des kinés, un laboratoire, peut-être un service de radiologie, pour les soins courants, et pour qu'on crée, si vous voulez, un centre d'urgence, de première urgence, un centre de tri, où les gens peuvent accéder facilement pour des petits bobos, des choses comme ça, sans courir à l'extérieur, votre idée, sur des grandes urgences. Donc voilà, donc mon objectif, ce n'est pas un 3e livre, mon objectif, c'est qu'il y ait une suite à ce livre, sous la forme d'une polyclinique. Alors, toute dernière question. Alors, vous avez répondu, pensez-vous à un autre livre? Bon. Alors, le verdict erroné de votre ex-médecin spécialiste vous laisse-t-il encore parfois songeur? Vous y pensez, parfois. Je ne dirais pas en vous rasant comme Sarkozy. Vous voulez dire, quand il m'a annoncé... Ben oui, est-ce que vous y pensez encore après coup, avec tout ce recul? Oui, je pense que oui. Il ne vous préoccupe plus, ça? Je n'en ai jamais voulu. Non. Je sais que la médecine n'est pas une science exacte, qu'on peut se tromper. Là, sur le moment, ça m'a fait mal. Il est vrai que, grâce à mon épouse, grâce à ma famille, et grâce à mes occupations, parce que je m'occupe de beaucoup de choses, j'ai pu surmonter ce choc. Et que finalement, est-ce que ça m'a aidé dans la maladie? Peut-être. Mais toujours est-il que je suis il est à la retraite maintenant, il a quitté la région. Je suis très reconnaissant. D'ailleurs, je lui ai dit, quand il a quitté, je lui ai d'ailleurs offert mon livre. Je lui suis très reconnaissant de m'avoir très bien soigné, parce que progressivement, il m'a fait part des nouvelles découvertes. Donc j'ai pu bénéficier de nouveaux traitements qui n'existaient pas au moment où il a fait le diagnostic. Donc il a découvert aussi progressivement qu'on pouvait aller au-delà des 3 et 5 ans qu'il avait, je m'en doute. Qu'il avait avancé. Parce que maintenant, c'est par tranche de 10 ans que vous alors maintenant, je pars sur les tranches de 10 ans. Voilà, alors on y est. Est-ce que si vous pouviez bénéficier d'un retour à la case départ, mais dans les conditions de l'époque, bien sûr,
Choisiriez-vous encore la même vie de médecin de campagne? Ah, oh là là. Aïe, 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 ça c'est une question bien difficile. Bon, Il faudrait les conditions de vie de l'époque, voilà. Bien sûr que si c'est aujourd'hui et tout, la question ne serait pas pertinente. Oui, si vous voulez, cette question est liée tout à fait à mes origines aussi. Ben oui. Je suis un terrien, mes parents étaient cultivateurs. Oui, vous l'avez précisé. Mes grands-parents aussi, nous sommes de ce milieu-là. Donc j'ai toujours vécu à la campagne, au contact de la nature, des fleurs, des animaux. Et pour moi, les médecins que je connaissais dans mon enfance, c'était des médecins de campagne. Je n'ai pas de souvenir de spécialistes à l'époque, il y en avait sûrement très très peu. Donc les seuls médecins que j'ai connus, pour moi la médecine, c'était la médecine de campagne. Et quand mes parents ont déménagé, on a quitté la région de Metz pour nous installer à la frontière du Luxembourg. Notre voisin direct, attenant à notre ferme, était le médecin généraliste. C'était le médecin généraliste. Oui. Et vous n'avez donc, quand même pas tout à fait répondu. Hein. Oui, et donc à ce moment-là, j'étais imprégné de cette idée que la médecine, telle que je la connaissais, telle que je l'ai connue pendant mon enfance, c'était la médecine générale. Alors, dire que je n'ai pas pensé à un moment donné à faire une spécialité, je dois bien avouer que j'y ai pensé. Oui. J'y ai pensé. Parce que quand j'ai fait mes premiers remplacements de médecin en médecine générale, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très très dur, très dur, oui. Et qu'on n'était pas assez formé pour exercer ce métier. Hein. Oui, oui. Donc ça m'a interpellé. Paniqué, ça m'a interpellé. Oui. Donc je me souviens que pendant mon service militaire, j'ai réfléchi, je me dis, oh là là, est-ce que je vais continuer sur cette voie-là? Vous avez eu des doutes. J'ai eu des doutes. Et j'ai écrit un courrier à la faculté de médecine de Nancy, au service de rhumatologie, au patron de rhumatologie que je connaissais très peu. Hein. J'avais croisé en tant qu'élève. Hein. Et lui demandant si pendant mon service militaire, je pouvais démarrer une formation de rhumatologue chez lui. Il ne m'a jamais répondu. Et sur le moment, j'étais vexé. Mais quand je fais maintenant le bilan, je me suis dit, heureusement qu'il ne m'a pas répondu. Ah bon? Parce que je n'aurais pas exercé ce beau métier de médecine générale, de médecin généraliste, et qui m'a éprouvé. Mais j'ai découvert des joies énormes et des contacts que je n'aurais pas eu en étant pas aussi enrichissant en étant rhumatologue. Je vous applaudis. Voilà. On vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie. Hein. Mais vos questions sont très pertinentes. Hein. On voit que vous avez été touché par, oui, vous savez, par la maladie. En principe, j'achète un livre que quand je sens qu'il y a quelque chose qui me touche dedans. J'avais lu la 4e de couverture, vous étiez dans votre revue senior, je crois que c'était marqué. Donc j'ai lu la 4e de couverture, la relation malade, médecin, maladie, et pas maladie, médecin, malade. Autrement dit, on met le malade en avant. J'ai trouvé que c'était rare pour un médecin. Pourtant, c'est important. C'est important. Mais ça existe quand même, des médecins humains. Mais bien sûr, il y a des médecins. Il y en a beaucoup.